Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Clubhouse de Dribble, votre émission consacrée au foot luxembourgeois. Bienvenue surtout dans l'émission qui change de décor chaque semaine. Pour m'épauler cette semaine, la rédaction Moyenne Mentale, à ma droite, François Pradérol. Salut François, Tana Michaud, comment ça va? Et surtout, notre invité spécial, Monsieur Stefano Benzi, coach du Folaèche. Bonjour. Comment ça va? Très bien. En forme? Passé un bon week-end, je crois. Oui, très bien. Bon, très bien. Avant de passer aux résultats de la 19e journée de BGA League, le sommaire. On entamera avec la course au titre. Évidemment, des choses se sont passées ce week-end, on a plein de choses à raconter. On fera un focus avec notre invité sur la belle série du Fola. Et puis un focus plus particulier sur votre début de carrière. Nous nous pencherons également sur l'énorme série du progrès Niederkorn. Tendai, je pense que tu nous diras pas mal de choses. Absolument. On terminera avec les résultats et classements de la promotion d'honneur et quelques infos sur les luxembourgeois de l'étranger. Sur la course au titre qui est toujours aussi passionnante puisque le Swift tombe pour la première fois de la saison à Pétange en s'inclinant 2-1. Le Swift, c'était le dernier des 723 clubs de première division en Europe à être encore invaincu. Alors Pétange a marqué très rapidement dès la 3e minute sur penalty par Abreu. Puis Tekiela a doublé la mise dès la 10e. Donc ça partait assez mal pour le Swift, même si Ken Corral réduit le score à la 30e minute. Ensuite, malgré l'expulsion de Mawatu au retour des vestiaires, Pétange va tenir jusqu'au bout et décrocher donc cette victoire. Dans le même temps, dans un match difficile, assez âpre, Dudelange s'arrache pour gagner à Strassen grâce à un but d'Agovic à la 87e minute et revient du coup à 2 points du Swift. Donc la lutte pour le titre est plus que jamais ouverte. On ne sait plus quoi penser. La semaine dernière, 5 points d'avance. On pensait que la route était tracée pour aller vers le titre. On ne sait plus pas quoi penser, mais on voit surtout que depuis la reprise, il y a une grosse différence dans la dynamique du Swift et de Dudelange. Et on voit que d'une certaine manière, le progrès en battant Dudelange à la reprise a fait comprendre peut-être aux équipes que ce n'était pas forcément des équipes invincibles, qu'il y avait potentiellement quelque chose à faire. Et là, dans le cadre de Pétange qui est en forme cette saison, surtout, ils pouvaient s'appuyer sur le match aller, qui avait été un match complètement dingue, qui s'est terminé à 3-3, mais qui aurait pu terminer à 3-2 en faveur de Pétange, 4-3 en faveur d'Espérange, ça aurait pu aller dans tous les sens. Donc on a l'impression que cette aura qu'il y avait autour de ces deux clubs qui paraissaient intouchables en première partie de saison est en train un peu de diminuer et c'est ce qu'on voit dans les résultats qui sont de plus en plus compliqués et donc une course au titre qui redevient extrêmement serrée. Stéphano, comment vous voyez cette course au titre vous avez déjà affronté évidemment les deux clubs. Oui, donc le Swift et Dudelange restent une classe au-dessus des poursuivants, que ce soit Niederkorn, Pétange ou le Racing. Mais je n'oublierai pas le Niederkorn. Parce qu'ils sont à 9 points, je crois, d'Espérance. Ils ont une série, ils ont surtout un entraîneur qui a fait déjà une fois le coup, à ramener un titre avec plein de points de retard. Et il a réussi à remonter, même si je pense que cette année, ça va être très compliqué avec le Swift et Dudelange qui sont... Oui. Il y a une petite marge quand même qui va être difficile à combler. Mais est-ce que tu les mets dans la même catégorie en termes de qualité d'effectif, en termes de tout ça, etc. Ou est-ce que quand même pour toi, Niederkorn est un tout petit peu en dessous? Ouais, je pense que Niederkorn se rapproche plus de Dudelange dans le cadre, même s'ils ont je pense même un peu plus de choix au niveau du banc, où Dudelange sont vraiment limités. Ils ont un cadre, même le coach il se plaint dans la presse et tout, qu'il a seulement 14 joueurs à disposition, même si j'aimerais bien avoir ces 14 joueurs-là. Mais après, voilà, je pense que les 14 joueurs qu'ils ont, ils sont au-dessus des 11 de Niederkorn quand même. Ouais, et puis ce qu'on peut voir aussi dans le match de Dudelange là, à Strassen, qui n'a pas été simple, mais on a retrouvé difficile. Quand même un peu la patte Fanguero, à savoir une combativité de tous les instants, parce qu'un match est quand même mal engagé, ils prennent le premier but, ensuite il faut revenir, ils sont en supériorité numérique, puis c'est 10 contre 10, et ils finissent, comme ils ont pu faire en première partie de saison contre Monderkange ou contre d'autres clubs, à marquer dans les dernières minutes. Ils auraient pu perdre juste avant. Ouais, Fox fait un très bon match d'ailleurs, et les sauve sur plusieurs parades. Et avant ce but à la 87e, on était dans une configuration où le match aurait pu basculer vraiment d'un côté comme de l'autre. Et comme le dit Tenda, ils tiennent et jusqu'à marquer ce but décisif à la 87e. C'est un but décisif qui est assez symptomatique de l'état d'esprit de Dudelange, parce que c'est vrai que beaucoup de gens doutaient un peu après les deux défaites
en 3 rencontres. Et là, malgré un effectif limité, très limité, malgré toujours des solutions un peu compliquées à trouver si on veut changer quelque chose, ils sont allés chercher cette victoire et conjuguée à la défaite surprise du Swift, ils reviennent dans la course et on voit que même avec un effectif limité, ils vont quand même, je pense qu'on peut compter sur eux jusqu'au bout. Une victoire avec le cœur, quoi. Une victoire avec le cœur, ouais. Justement, Dudelange a fait le taf. Complètement. Coup d'arrêt du Swift. Coup d'arrêt du Swift. Ce qui va être intéressant, on se disait tout à l'heure, c'est de voir comment ils vont réagir après leur première défaite. Hein. Ouais, on sent que ça leur tenait à cœur, forcément. C'était une petite fierté, je pense. C'était le seul club en Europe invaincu. Donc forcément, il y avait quelque chose, je pense, qui était très important là-dedans. Mais il y a des choses... Ils sont mal rentrés dans le match. Ils sont mal rentrés dans le match face à un adversaire qui leur pose toujours des soucis, qui leur a posé énormément de soucis au match aller. On a vu une équipe de Pétange décomplexée au moment de débuter la rencontre. Alors en deuxième mi-temps, c'était plus difficile à 10. Mais même si le Swift a eu le ballon, même si le Swift a dominé, il y a eu des difficultés à trouver des occasions, à l'image de Ryan Philippe, quand même, qui a été sorti avant la fin du match et qui n'a pas réussi, fait très rare, et qui n'a pas réussi à trouver la solution. Donc en effet, maintenant on va voir comment le Swift réagit. Moi j'étais au match, je les ai trouvés un peu mous. Après l'expulsion, il n'y a pas eu de vrai changement. Évidemment, ils avaient le ballon, mais il n'y avait rien de tranchant. Alors, ils ont certes touché la barre plusieurs fois dans le match, 3 fois, je crois. Mais si on prend les derniers matchs, leur force, souvent, c'est que même dans les moments difficiles, ils rebasculent très vite sur un avantage. On l'a vu pendant le match face au Racing, où Ngoma égalise en deuxième mi-temps et quelques minutes après seulement, Ryan Philippe décroche une frappe dans la lucarne. Et jusque-là, il y avait ces petits basculements où rapidement ils reprennent l'avantage et du coup ils peuvent rester sereins. Et là, on voit que si ça vient pas, et s'il n'y a pas cet éclair finalement d'un joueur comme Ryan Philippe, tout de suite c'est un peu plus compliqué. Voilà. Stéphanos, par rapport à l'approche psychologique d'un match comme ça pour le Swift, je m'explique. Depuis le début de la saison, ils ont l'habitude vraiment de se suivre avec Dudelange. Et là, c'était la première fois où il y avait 5 points d'écart entre les deux équipes. Et j'ai l'impression qu'ils ont eu du mal à rentrer dans le match. Est-ce que ça se travaille différemment? Est-ce que ça a pu jouer? Moi, c'est ma théorie. Moi, je pense qu'il y a une approche psychologique. Le staff a bien travaillé, mais il y a quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là. Ouais, je pense pas, parce qu'ils avaient quand même comme objectif de rester invaincus jusqu'à la fin de saison. Donc, peut-être qu'ils avaient mis trop de pression ou pas assez. Et ils se sont dit, je pense pas qu'il y ait les 5 points d'avance au moment-là. Ils ont joué dans leur truc. On va faire moins. De toute façon, on a un joker. Je pense pas. Je pense que Pétange, c'est une équipe qui... Une belle équipe. Précisément, vous les avez joués pour la reprise. C'était un match super intéressant. Surtout, c'est une équipe qui a beaucoup d'automatisme, qui bouge beaucoup, qui a un entraîneur jeune avec une philosophie de jeu qui rentre dans le cadre de Pétange. Et puis, quand on prend les joueurs qu'ils ont, que ce soit Abreu ou Tequila ou Merck ou d'autres, même Lockhart au milieu, je pense que c'est une équipe qui peut prétendre à jouer la 3e place. Donc ça ne me surprend pas que c'est eux qui ont fait tomber en premier. Parce qu'ils ils analysent bien, ils ont un plan de jeu, ils ont des qualités, donc ils ont tout pour faire tomber une équipe comme ça. Et donc tu penses qu'ils peuvent aller titiller le progrès pour cette 3e place? Est-ce que ça va être compliqué? Parce qu'il y a quand même encore un écart de points conséquent. À voir jusqu'où la série de Niederkorn va durer. Après, on ne sait jamais comment une équipe va réagir quand il y a une défaite. Ça va être la même chose avec le Swift. Comment ils vont réagir à la défaite? Est-ce qu'ils vont se relever? Est-ce qu'ils vont avoir des soucis? Après, voilà. Je pense que Niederkorn sont partis pour fixer la 3e place et après la 4e, ça sera Pétange ou le Racing. Après, il ne faut pas oublier qu'il va rester quand même... on va avoir un match entre Pétange et Racing, on va avoir un match entre Pétange et Niederkorn, on va avoir un match entre Niederkorn et Racing. Donc ça va être des confrontations directes qui, je pense, peuvent être très importantes et qui peuvent jouer pour beaucoup. Mine de rien, Pétange, la semaine prochaine, ils vont quand même encore jouer Dudelange, donc ça va sûrement être compliqué. Et après, il n'y aura que le Progrès qui n'aura pas joué les 2 clubs, puisque le Progrès jouera la toute dernière journée, le Swift, dans un match qui pourrait être potentiellement très très intéressant sur le point du titre et de la course à l'Europe. Puis comme le disait Stéphano, il faut voir si le Progrès perd un match, comment il gère la défaite, on le disait sur les séries. On se souvient du Progrès l'année dernière, en début de
même si le contexte n'est pas le même, de deuxième partie de saison, qui était quand même leader, qui était parti pour bien faire une belle saison, et puis finalement, même si on ne souhaite pas que ça se passe de la même manière cette année, hein, mais voilà, ça peut aller vite aussi, dans un sens comme dans l'autre, même s'ils ont l'air plus solides cette année pour continuer sur leur lancée. Bon, calendrier maintenant, c'est ce qui va faire la différence, encore une fois. C'est la confrontation dans quelques matchs, on a encore un peu de temps. C'est difficile de dire aujourd'hui si c'est les confrontations directes qui vont faire la différence ou s'il va y avoir des matchs des points perdus à gauche ou à droite. Mais je pense que quand il y a encore 2 matchs d'écart entre le 5e et le 3e, tout peut arriver. Tout peut encore arriver. On a le progrès qui est sur une dynamique assez dingue. Donc forcément, ils ont un avantage de ce côté-là. Mais on a vu que Pétange était capable de très très jolis coups à l'image du résultat de ce week-end. Et le Racing, même si c'est difficile, c'est pas complètement fini non plus. Non, ils peuvent encore, bien sûr. Même si on a vu qu'ils avaient quelques difficultés contre Karjang. Ok. Bon, en tout cas, en parlant de belles séries, c'est une transition idéale pour enchaîner avec l'autre belle série du championnat sur les 3 dernières victoires du Fola et notre invité Stéphano. On est content quand on gagne 3 fois d'affilée. Comment ça se passe? On respire? Oui, on respire, surtout ça. Je pense que c'était important pour l'équipe, pour mes joueurs, de retrouver cette joie de la victoire, de goûter à la victoire, et surtout de continuer, de confirmer week-end par week-end les matchs. Donc. Et quand je regarde les contenus, je peux être heureux, pas satisfait parce que je ne le serai jamais. Mais au niveau état d'esprit et au niveau du collectif, comment on se présente et comment on se donne sur le terrain, c'est là où on voulait aller et il faut tenir ça jusqu'au mai. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la première partie de saison où il y en a beaucoup qui vous voyaient condamné à la descente. L'entraîneur, tout simplement. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe de... Même dans on a l'impression qu'il y a un changement dans l'état d'esprit où on sentait sur certains matchs dans la première partie de saison une forme de résignation, un petit peu. Et là, on sent que c'est quand même pas du tout le même état d'esprit dans l'équipe, tout le monde s'arrache, tout le monde va dans le même sens. Il y a eu un déclic à un moment donné ou c'est plus un travail de fond, notamment pendant la trêve? Oui, c'était un gros travail qu'on avait prévu dès la reprise de former un groupe, un groupe qui tient dans n'importe quelle situation, même s'il y a eu des départs. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont pensé que ça y est, le Fola est mort. Mais moi j'étais le premier à me dire pourquoi on serait mort. On a de la qualité dans le groupe encore et puis on a surtout des jeunes formés au club qui portent le maillot depuis qu'ils savent marcher. Et je pense que ça fait beaucoup de différence parce qu'ils ont envie, ils poussent les plus vieux. On parle des plus vieux, c'est 20. On parle de 24-25 ans, le plus vieux chez nous. Je ne prends pas Julien Klein parce que voilà. Non, lui, dans la tête, il a encore 24, mais le corps. Mais il est toujours en forme, donc non, c'est bien. Les jeunes, ils poussent tout le monde vers le haut et comme j'ai dit, les anciens, ils prennent plus de la responsabilité et aussi, je pense que les joueurs, ils ne veulent pas être dans l'histoire du club où les joueurs qui ont fait champion, qui sont encore là, ils ne veulent pas finir à faire descendre le club. Descendre en promotion d'honneur, je pense que ça plus l'orgueil, la fierté. Oui, plus le groupe qu'on a formé et l'ambiance, plus la confiance qui revient. J'étais sûr qu'on allait gagner des matchs avec la qualité qu'on a. Et est-ce que précisément, en effet, à la trêve, quand il y a eu tous ces départs, quand il y a eu des départs de joueurs majeurs, il y a eu en effet beaucoup de gens qui disaient bon bah ça y est, le Fola c'est fini, les grands joueurs s'en vont, etc. Est-ce que c'est une forme de motivation supplémentaire pour le groupe d'entendre tous les gens qui disent ça et dire non, on n'a pas fini? Je ne pense pas. Je pense qu'ils ont plus vu l'opportunité de prendre la place de celui qui est parti. Parce qu'on parle quand même de joueurs qui ont un vécu même international. Gilson Delgado, Diogo Pimentel, et Nenad Dragovic, etc., tous ceux qui sont partis. Donc on parle quand même de joueurs qui étaient indiscutables dans le groupe qu'il y avait, mais qui n'étaient pas à la hauteur de leur qualité. Et voilà, après, les jeunes, ils le font bien actuellement. Donc.
Il y a les jeunes, il y a eu quelques recrues également. Qu'est-ce qu'elles apportent depuis qu'elles sont arrivées? Comment elles s'atteignent? On a eu un défenseur central, donc je voulais absolument avoir un leader, un patron sur le terrain. Parce que Julien Klein, dans le vestiaire, c'est le meilleur capitaine que même moi, en tant que joueur, j'ai eu. Il gère tout bien, il est juste avec tout le monde. Mais sur le terrain, il lui manque un peu la voix. Et avec l'autre, je pense qu'il lui enlève un peu la pression de ce job. Et ça le libère aussi. Donc forcément, dans la performance, il est moins occupé par gérer tous les autres sur le terrain. Et puis on a eu un attaquant que j'ai su directement au premier entraînement que celui-là, il sait où il y a le but. C'est un attaquant assez complet, mais pour moi, il peut encore beaucoup donner et montrer encore beaucoup plus parce que c'est quelqu'un qui a quand même, je pense que depuis octobre, il n'a pas joué beaucoup, pas beaucoup d'entraînement. Donc il a fait une préparation avec nous presque complète, mais il lui faut encore du temps. Mais ce qu'il montre actuellement, oui, c'est un bon rendement. Vous avez été intronisé en novembre. Oui. Aujourd'hui, 3-4 mois après, comment on passe de 3 défaites à 3 victoires d'affilée? Vous avez récupéré un groupe quand même atteint, malade. C'est quoi les recettes du coach pour arriver à cette belle série? C'est, je pense, les 3 semaines de vacances. Ça a fait du bien. Je pense que ça a fait du bien aux joueurs. Je l'avais dit une fois dans la presse, quand on a un ordinateur qui ne fonctionne pas bien, on l'éteint et on met un antivirus. Et puis ça prend du temps et il se remet en route. Et donc je pense que la tête fonctionne un peu pareil. Donc quand on l'éteint et quand on se déconnecte un peu et qu'on reprend avec des bonnes bases qu'on a mis en place depuis donc, le 5 janvier, après s'il y a de la qualité sur le terrain, forcément on a plus de chances de gagner des matchs. Et moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué pour regarder tous les matchs du Fola depuis la reprise. Alors c'est certain qu'il y a une philosophie de jeu qui est claire. On voit vraiment ce qu'on essaie de mettre en place, on voit un jeu de transition très intéressant, etc. Et on voit donc forcément ces résultats positifs. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, j'en avais parlé avec Lucas Correa il y a quelques jours, c'est que si on prend les matchs contre Monderkange ou même contre Differdange, il y a des moments où la situation aurait pu tourner en votre défaveur. Si on prend le match de Monderkange, en deuxième mi-temps, ils reviennent bien. Il y a ce penalty qui est complètement raté, qui aurait pu changer la dynamique du match. Si on prend le match de ce week-end contre Differdange, même dans les 2 derniers instants, quand vous repassez à 3-2, après avoir déjà passé à 2-1, avec Guillaume Trani qui a une occasion dans la surface qui est proche de l'immanquable, et elle est au-dessus. Est-ce qu'on se l'explique ça, ces petits moments où cette fois ça tourne en votre faveur? Est-ce que c'est quelque chose que d'une certaine manière vous avez provoqué de votre côté? Comment est-ce que vous expliquez que ça y est, quand la pièce tombe, elle tombe du bon côté? Je pense que quand on est dans une spirale négative, souvent les choses tournent contre. On parle souvent, quand on est en haut, on parle souvent de la chance du champion. Donc le ballon va sur le poteau et il rentre. Ça, c'est quand on est premier. Et quand on est bas de tableau, le ballon il va sur le poteau et il sort malheureusement. Et ça, je pense qu'il faut aller provoquer cette réussite ou cette chance. Parce que rien n'est donné du ciel. On n'a jamais eu une victoire parce que l'adversaire nous trouvait bon ou beau. Donc il faut vraiment provoquer cette chance. Et quand on est dans une spirale positive, forcément les choses tournent plus vite ou mieux pour nous. Et le terrain, vous l'avez quitté quand même il y a très peu de temps. Quand on est sur le banc de touche, on n'a pas envie des fois discrètement de rentrer sur la pelouse, de faire un petit geste de pivot, etc. Est-ce que ça vous manque encore beaucoup? Je peux le faire encore parce que comme je suis encore joueur, donc je pourrais le faire. Mais quand j'ai arrêté, donc quand j'ai accepté le poste d'entraîneur, je me suis dit ça va me manquer quand même les émotions quand on marque un but ou quand on gagne un match. Et ce que j'ai vécu donc samedi après ou pendant le match de Differdange, je me suis dit si je ne vais pas me calmer, je vais tomber par terre. C'est fort donc, aussi sur le banc. Oui, c'est très très fort. Donc les émotions qui partent à 300 quand on marque et puis 30 secondes après on a un penalty contre nous et qu'on se retrouve à 2-2.
Et ensuite, Et ensuite, 5 secondes après, on a un carton rouge et qu'on se retrouve à 10. C'est presque plus intense parce qu'on a la petite partie impuissant, quoi, hein. On maîtrise moins finalement que quand on est sur le terrain. Acteur, on peut juste influencer par la voix, par les gestes, peut-être par des changements. Et là aussi, on s'est parlé pour savoir est-ce qu'on garde le 2-2, est-ce qu'on va aller chercher le 3-2. Et on n'était pas sur la même décision, donc finalement j'avais rentré Denis un 6 pour quand même stabiliser le milieu, voir, parce que le 2-2, franchement, contre Differdange, avant le match, si quelqu'un me dit 2-2, je ne crache pas dessus. Même si à la mi-temps, j'ai dit aux joueurs d'enlever ce respect qu'on leur a donné la première mi-temps, parce que moi j'étais convaincu qu'on peut aller les battre. Ils n'étaient pas au-dessus de nous. Je pensais que la deuxième mi-temps, pour un supporter neutre, c'était un match formidable. Je pensais aller dans les deux sens. Il y a des poteaux, des chances, des barres des deux côtés. Et comme tu as dit, finalement, la pièce est tombée du bon côté. Du bon côté, selon toi. C'est ce que m'intéresse donc. Et vous êtes sur une très belle série, 3 victoires consécutives. Mais là, il y a un calendrier qui va être un peu costaud, parce qu'il y a un déplacement à Mondorf, c'est toujours très difficile d'aller prendre des points là-bas. Et ensuite, vous enchaînez le Swift et Dudelange. Est-ce que pour la suite de ce mois de mars, on se fixe des objectifs particuliers en termes de points? Comment est-ce qu'on aborde ces 3 matchs périlleux? J'avais annoncé donc à la fin du février, comme je suis quelqu'un qui aime mettre des défis ou des challenges, ou comment on veut le dire, je suis allé chez mon staff et j'ai dit si on fait 4 points dans le mars, on aura fait un gros travail. Et donc samedi, après le match, je suis rentré dans le vestiaire des coachs et j'ai dit il faudra miser un peu plus haut. Donc on garde les 4 points, mais si on peut aller chercher plus, on verra bien. Donc oui, Mondorf a un déplacement très, très compliqué et ils sont aussi sur une belle série, je pense. Ils gagnent aussi, même dans les résultats, ils ont battu Pétange à la maison, donc ça prouve que c'est un déplacement compliqué. Et puis, on pourra jouer les troubles faits peut-être pour le titre contre Espérance et Dudelange. Vous serez un vrai arbitre, exactement. Oui, non, bien sûr, bien sûr. On va pas se cacher, on va pas avoir peur, parce que je suis pas quelqu'un qui a peur de quoi que ce soit. Donc, on va jouer notre jeu et si on peut saisir notre chance de prendre des points contre les deux là, on ne se gênerait pas. Ok, très bien. Petit mot de la fin, si vous voulez passer un message à vos joueurs ou au président, c'est maintenant. Hein. Président, on n'en a pas. C'est vrai. Message à mes joueurs, profitez bien du congé et on reprendra mercredi à fond. Très bien, très bien. Merci beaucoup Stéphano, c'est très instructif. On continue, évidemment, vous restez avec nous. On continue, on souhaitait parler du progrès Niederkorn. Le progrès Niederkorn est sur une série incroyable de 8 victoires consécutives. Je crois depuis une défaite contre Pétange au mois d'octobre. C'est ça. Voilà. Ils ont commencé une série qui a commencé le 13 novembre et là ils sont sur le grand 8. 8 victoires consécutives, 22 buts marqués, 9 encaissés, ce qui n'est pas non plus petit, mais une équipe qui semble de plus en plus en contrôle de ses matchs, de plus en plus serein. Si on pourrait évidemment prendre le match contre Dudelange comme exemple, mais je pense que le match d'hier contre Wills est parfaitement symptomatique du progrès et de la confiance et la certitude qu'il y a à l'heure actuelle. Il y a 3-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont raté pas mal d'occasions, notamment un penalty si je ne me trompe pas, mais ils ont vraiment l'opportunité de l'emporter largement. Enfin, c'est une équipe qui était en forme. On a l'impression qu'au final, ne pas faire partie de la course au titre, être dans son coin, avancer tranquillement pendant que la lumière est sur le Swift et Dudelange. C'est ce que préfère le progrès. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et là, ils sont à l'aise, ils enchaînent leur match, ils ont un collectif qui fonctionne bien. On voit qu'Yer Mazur, c'est un joueur qui n'a pas généralement beaucoup joué. Là, il rentre, il fait une passe décisive, 2 buts. Doublé, ouais. Donc, on sent vraiment que ça tourne bien et qu'il ne lâche pas de points jusqu'à maintenant, même si le Racing et Pétange veulent aller chercher cette place. Ça me paraît très compliqué pour le moment. Ça déroule. Oui, absolument. Ouais. Solide troisième. Solide troisième, ouais. Et puis, c'est impressionnant même. Hein. On voit quand même que le boulot de Jeff Strasser fonctionne super bien. On avait quand même pas mal parlé à ces joueurs qui avaient dit que l'an dernier, il y avait eu un déficit sur le plan physique, sur la deuxième partie de saison.
Et apparemment, c'est quelque chose sur lequel l'entraîneur a vraiment insisté cette saison. Et on voit que de la première à la 90e, ils sont capables d'enchaîner, de dérouler. Ça baisse pas. Ça baisse pas, ça baisse pas. Ils ont un groupe costaud. Ils ont récupéré un défenseur, Karamoko, qui est impressionnant derrière. Non, c'est une équipe qui est vraiment belle à voir. Et puis on voit qu'avec ces 8 victoires consécutives, Ils sont lancés. ouais, absolument. Stéphano, vous impressionne le progrès? Oui, surtout le travail de Jeff, comme je l'ai eu quand j'étais joueur, donc je sais comment il fonctionne et sur quoi il tient. Et je ne le mettrai pas de côté pour le titre, en tout cas. On sait jamais ce qui peut arriver, comment va réagir Esperance. Et puis si par hasard, par malheur, Esperance perd un match, Niederkorn sont à 6 points et 6 points ça peut aller très vite. Donc en conséquence, les 3 premiers, ils sont réglés. Enfin, l'ordre, on ne le sait pas encore, mais le progrès, c'est... Pour moi, si rien n'arrivera, Esperance va finir tout en haut et puis Dudelange. Mais tu parles des 3, même Pétange quand même, qui vient de battre le Swift, qui a quand même... Oui, après il y a déjà 5 points d'écart. Au rythme où avance le progrès, c'est évidemment. Hein, on c'est pas l'équipe Pétange, mais Pétange, capable. on ne les voyait pas arriver aussi haut aussi en début de saison. Ouais. On ne les voyait pas forcément là. Mais il y a quelque chose qui peut jouer, qui pourrait peut-être inquiéter d'une certaine manière le progrès, c'est que dans les confrontations directes en première partie de saison, ils n'ont pas réussi à l'emporter contre le Racing et ils ont perdu à domicile contre Pétange. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être dans le coin de la tête? À mon avis, non, parce que je pense que plus les mois passent, plus il y a de la certitude dans le jeu. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient changé d'entraîneur en début de saison, donc forcément il faut du temps pour que tout se mette en place. Mais ça pourrait être une de ces petites choses qui fait dire que la course pour la 3e place n'est pas terminée. On parlait de Pétange, il y a aussi encore le Racing quand même, hein, qui a fait des bonnes performances récemment. Là, ils font... Oui, mais on voit que ça peut aller vite, il reste quand même beaucoup de matchs, même s'ils semblent plus stagnants parfois, on va dire, que les autres équipes. Mais... Ce qu'on voit, c'est que le progrès, ils font quelque chose de très important, c'est qu'ils ne perdent pas de points contre les petites équipes, ou les équipes les plus modestes. Quand il y a 3 points à prendre, ils les prennent. Le Racing hier contre Kerjeng, non seulement ils n'ont pas pris les points, mais sincèrement, ils ne méritaient pas de les prendre, puisque pour moi, l'homme du match, c'est Ruffier, qui fait tous les arrêts qu'il faut faire. Donc oui, il y a eu cette victoire à Dudelange. Mais dans l'état, je trouve qu'il y a un manque de constance du côté du Racing qui devrait leur coûter cher en fin de saison, même s'il y a eu quelques coups d'éclat ici. C'est un peu en trompe-l'œil pour toi la victoire contre Dudelange. Non, c'est symbolique de la saison d'un club qui est capable de temps en temps de faire des très gros matchs, mais qui aussi trop régulièrement va un peu passer à côté dans des matchs où les 3 points sont nécessaires pour pouvoir atteindre ses objectifs de qualification européenne. Donc, moi, je mettrais, s'il devait y avoir un concurrent aujourd'hui pour Niederkorn, pour moi, c'est Pétange. Le Racing, je les vois un peu en dessous, mais... Grâce à la coupe, leur spécialité. Oui, il y a toujours la possibilité de la coupe. Il faudra faire attention à la coupe, effectivement. Ouais, hein. ouais. Si un des 3 premiers remporte la coupe, la 4e place sera européenne et ça pourra arranger Pétange ou le Racing. Ouais. Un point sur les résultats de la promotion d'honneur, résultats et classement. C'est un week-end qui ne change pas grand-chose au sommet du tableau, puisque que ce soit Chifflange, Bétambourg, Mersch et Rodange, ils l'ont tous emporté. La seule défaite qu'il y a eu pour les équipes, on va dire, un peu de haut tableau, c'est Rumelange. D'ailleurs, si j'ai bien compris, vous étiez au match... Et ils ont gagné. Ah, ils ont gagné, Ils ont gagné contre Luxembourg City. Voilà. Je suis mis à l'amende par l'invité. Quand j'étais sur place, donc j'ai su suivre. Oui, ils ont gagné. C'est la première et dernière fois que Stéphano Bensi vient ici. Mais oui, donc en haut de tableau, pas beaucoup de différence, ça bouge pas trop. On voit que Chifflange et Bétambourg maintiennent leur très bonne dynamique. On a vu Mamers qui a pour objectif la montée, même s'ils sont 7e, qui l'ont remporté 4-2. Donc peu de changements en termes de résultats, de dynamique en promotion d'honneur. D'accord. Un retour sur les Luxembourgeois de l'étranger, qu'est-ce que ça a dit? On a des belles performances. On a Leandro Barreiro qui cartonne toujours autant avec Mayence. Hein. La progression, elle est comme ça, hein. C'est la fusée, c'est constant. But de Leandro Barreiro à la 33e minute contre Offenheim pour sa 100e apparition sous le maillot de Mayence. C'est le plus jeune joueur à atteindre ce cap avec le club. Son but est décisif en plus puisqu'il permet à Mayence de s'imposer 1-0. 4e victoire consécutive pour Mayence qui est bien positionné à la 7e place de Bundesliga. Il y a Maxime Chanot qui a enchaîné le 2e match du New York. Ça a repris
aux États-Unis avec New York City FC qui fait que match nul 1-1 à Chicago. Voilà, ils avaient perdu le premier match à Nashville et donc prochaine rencontre contre l'Inter Miami pour Maxime Chanot et New York. Et puis enfin Anthony Maurice qui a été décisif ce week-end en arrêtant un penalty avec l'Union Saint-Gilles qui bat Eupen 2-1 et voilà l'Union Saint-Gilles qui est deuxième derrière Genk qu'ils affronteront le week-end prochain. Deuxième avant playoff, c'est ça. Ouais, ça... Ils restent à la deuxième place et ils affronteront aussi l'Union Berlin jeudi en huitième de finale d'Europa League, match de prestige et intéressant. Ok, très bien. Je crois qu'on a fait le tour de l'actualité du week-end sur le foot luxembourgeois. Merci à vous les gars. Merci. Merci beaucoup Stéphano. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine également. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube Moyenne Mental TV, sur nos comptes réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine. Salut.